L'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus, du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Vendredi 29 janvier 2016, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans votre émission La Tribune de l'Actualité Plus, le dernier numéro de la semaine. Le peuple de Guinée et sa classe politique de nouveau en deuil. Jean-Marie Doré est décédé la nuit dernière des suites de maladie après un long silence de sa part et plusieurs spéculations d'ailleurs sur sa maladie, souvent d'ailleurs faisant état de sa mort. Le président de l'UPG, l'ex-président d'ailleurs de l'UPG, s'est enfin tu pour l'éternité à l'âge de 77 ans. Député à l'Assemblée nationale et doyen de la vie politique en Guinée, Jean-Marie Doré était bien connu des Guinéens. Tout à l'heure, nous allons appeler plusieurs personnalités, membres du gouvernement, acteurs politiques, acteurs de la société civile, pour faire un témoignage sur l'homme Damanta Albert Camara, Amadou Damaro Camara, Faya Milmono, Baouri, Chantal Col, Baïdi Haribo vont tout à l'heure se succéder dans cette émission. Et puis dans la deuxième partie, nous aurons ici dans ce studio, sur ce plateau, Docteur Dansa Kourma, il est le président de CNOX, le Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Avec lui, nous allons aborder cette situation du carburant. Vous le savez, le prix du baril a drastiquement diminué à l'international jusqu'à présent en Guinée. Le carburant coûte toujours à 8 000 francs le litre à la pompe. Qu'est-ce qui se passe? Quel est le regard de la société civile? Et aussi cette TVA qui doit passer de 18 à 20% à partir du 1er février prochain. Et l'installation des compteurs prépayés dans les différents ménages, entre autres sujets débattus avec l'invité qui va être dans ce studio tout à l'heure. Mais avant, Daouda Mohamed Kamara, bonjour. Bonjour Aboubacar Kondé, bonjour à nos auditeurs et téléspectateurs. La mise en onde de côté radio est assurée par Kande Al-Bouhari Sanko, assisté de Kande Omar Kamara. La réalisation côté TATV, comme chaque matin, assurée par Alassane Diallo et toute son équipe composée ce matin de Konkoba Kouyaté. Mori Oumou Kamara, Madame Keita Diaré Diallo ici à la présentation Aboubacar Kondé. Daouda Mohamed Kamara, après la disparition de Georges Gandhi Faragé Tunkara, de Soriba Sorel Kamara, le monde politique, la Guinée enregistre une autre perte, non des moindres, Jean-Marie Doré. Oui, effectivement, un homme rusé en politique, Jean-Marie Doré, dont on a connu avec ses caractères, je vais dire, avec un franc-parler, un caractère qui lui était propre, je vais le dire ainsi, parce que Jean-Marie Doré, tant qu'il s'exprimait, on trouvait toujours à rire, on trouvait toujours du plaisir à l'écouter, parce que avec toute sa formulation du français dans un ton philosophique, dans un ton humoristique, mais avec un ton ferme, Jean-Marie Doré qui s'éteint aujourd'hui, d'ailleurs tu l'as rappelé dans ton libellé, après plusieurs spéculations autour de sa maladie. Tantôt on apprenait que Jean-Marie Doré serait dans un coma, tantôt on apprenait que Jean-Marie Doré est décédé, et beaucoup de langues quand même ont spéculé autour de la maladie de l'homme. Mais ce qu'il y a à retenir, tu l'as dit tout à l'heure, il est décédé à 77 ans, comme pour dire que l'âge déjà était là. Il était, parce qu'en Afrique aujourd'hui, en Guinée particulièrement, l'espérance de vie, c'est 45 ans. Quand on a 50 ans, ça déjà c'est une longue vie. Et Jean-Marie Doré, dont on a connu, dont on nous a parlé, ancien Premier ministre de transition. Ancien Premier ministre de transition, mais aussi avant d'être ancien Premier ministre avant d'être Premier ministre de la transition. Voilà, on va aller sur le terrain pour prendre les témoignages. Damanta Albert Kamara, bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du gouvernement. Vous avez appris comme nous la disparition de l'ancien Premier ministre de la transition, Jean-Marie Doré. Certainement, vous avez connu ou pratiqué l'homme à distance. Qu'est-ce que vous retenez de lui? J'ai été prévenu effectivement ce matin très tôt. Lors de mon réveil, j'ai vu un message d'un de ses
ses collaborateurs très proches, qui est également proche de moi. Et donc, à 6h30, j'étais déjà dans la famille mortuaire. Et ça a été effectivement un choc, bien que nous sachions tous que le doyen Jean-Marie Doré était malade. Mais pour sa famille politique, pour les Guinéens tout court, parce que je crois que sa dimension dépasse les clivages politiques. Ça, c'est une nouvelle qui fait de la peine. C'est un grand baobab qui vient de se coucher. Quelqu'un qui a été témoin vraiment privilégié de toutes les étapes de l'histoire de la Guinée, qui a marqué de son empreinte la transition politique, mais également d'autres moments très forts. C'est un des grands constructeurs de la démocratie guinéenne, avec le général Lansana Conté, Bam Amadou, Siradou Diallo, Alpha Condé. Ce sont vraiment ceux-là dont l'histoire retiendra qu'ils ont mis sur pied la démocratie à la guinéenne. Et aujourd'hui, il s'en va et il va laisser un grand vide derrière lui. Il va laisser un grand vide derrière lui. Vous, comme nous autres, avons plusieurs fois entendu Jean-Marie Doré serait dans un coma. Jean-Marie Doré est décédé. Aujourd'hui, c'est effectif. Est-ce que à cette information ce matin, vous y croyez vraiment? Oui, bien entendu. J'étais dans la famille, donc je peux pas. J'étais dans la famille. Le corps a été transféré à la mort d'Ignazine. Et donc oui, c'est vrai. Bon, vous savez, les enjeux de mauvaise augure, souvent le problème des médias, c'est qui va être le premier à annoncer la nouvelle. Donc, dans cette surenchère, on a vécu la même chose en France avec la mort de Pierre Bérégovoy, où les gens étaient sidérés de voir que un journaliste disait bon, finalement il est vraiment mort, il est enfin mort. Non, je pense qu'on doit dépasser ce genre de choses-là. Ceux qui parient sur la rapidité de l'information en sont pour leurs frais. Jean-Marie Doré est décédé aujourd'hui. C'était le moment, c'était le jour. Ça devait se faire ni hier ni demain, et c'est arrivé, point. Ça devait se faire ni hier ni demain. C'est quelqu'un qui savait mélanger l'humour à la fermeté dans son intervention. Aujourd'hui, l'inquiétude de plus d'un observateur, c'est comment faire l'émergence d'une nouvelle classe politique à la dimension de dont vous venez de citer Alpha Condé, Siradou Diallo, Bam Amadou et Jean-Marie Doré aussi, qui viennent de s'en aller Damanta Albert Camara. Oui, je crois que tous les hommes politiques marquent de leur empreinte particulière l'époque dans laquelle ils vivent. Les réalités qui présidaient en Guinée dans les années 90, sous Sékou Touré d'abord dans les années 90 et maintenant ne sont plus les mêmes. Jean-Marie Doré a eu cette force de pouvoir s'adapter à chacune de ces époques, de prendre en compte les réalités du moment, le momentum de l'histoire, et apporter sa pierre à la construction de notre démocratie à sa manière, qui comme vous l'avez dit, était teinté souvent d'humour, mais très souvent, et plus souvent que d'habitude, de beaucoup de profondeur dans la réflexion, beaucoup de sagesse parfois, de la fermeté aussi. Et donc, ce sont tous ces aspects de sa personnalité, de son apport qui vont manquer à la Guinée. Damanta Albert Camara, porte-parole du gouvernement, merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci et mes condoléances au peuple de Guinée. Merci. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Daouda Mohamed Camara, nous allons enchaîner. Un Camara va s'adresser à un autre Camara, cette fois-ci Amadou Damaro Camara. Il est le président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel au niveau de l'Assemblée nationale suite à la disparition de Jean-Marie Doré. Amadou Damaro Camara, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes député à l'Assemblée nationale, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel. Un doyen de la politique guinéenne vient de s'éteindre, c'est bien Jean-Marie Doré. Il était aussi député à l'Assemblée nationale. Comment avez-vous accueilli cette triste nouvelle? Bon, c'est un peu vers 4 h du matin que j'ai reçu un coup de fil de la part d'un officier qui m'a informé de ce décès. J'avoue que malgré qu'il a été longtemps malade, la mort nous a surpris quand même. Comme Jean-Marie Doré lui-même aimait le rappeler, ils étaient 4 monuments de la politique guinéenne post-Sékou Touré. Lui, le professeur Alpha Condé, Jean-Marie Doré, Siradou Diallo et Bam Amadou. Enfin, 3 sont morts.
aujourd'hui. Il était un monument de la politique guinéenne, une inspiration, une référence. Et je crois que la Guinée, beaucoup de Guinéens de la classe politique vont rester longtemps à son école. Et nous souhaitons le repos de son âme. Et je crois que les témoignages vont arriver après. Mais pour ce que je peux dire d'entrée de jeu, c'est que nous perdons un monument de la politique guinéenne. Oui, intelligent, sobre, et qui savait toujours, comme il le disait en politique, qu'il avait le sens du placement. D'accord. Voilà. Vous disiez tantôt que les témoignages vont venir après, mais succinctement, vous avez côtoyé l'homme depuis, vous êtes un bon connaisseur quand même du régime de Sékou Touré, de Lansana Conté et même de Alpha Condé. Jean-Marie Doré également a connu toutes ces époques de Sékou Touré à Alpha Condé. Qu'est-ce que vous retenez concrètement de l'homme? C'était un politicien qui a toujours agi dans le sens de parler à tout le monde. Jean-Marie Doré parlait à Sékou Touré, il parlait à Lansana Conté, il parlait même à Dadis et à Sekouba. Et naturellement, le professeur Alpha Condé, qui est son compagnon, il parlait. C'est ça la grande leçon que Jean-Marie Doré enseigne à la classe politique. Savoir se parler, même si vous êtes d'opinions différentes. Il n'a jamais prôné la violence. Jean-Marie Doré s'est toujours dit que chaque fois qu'on se met autour d'une table, une solution doit pouvoir en sortir. Il était de cette obédience et je crois que la Guinée va manquer à la Guinée pendant longtemps. Il va manquer à la Guinée pendant longtemps. 4 monuments de la période post-Sékou Touré, 3 en sont déjà morts. Pensez-vous aujourd'hui que l'avenir d'une nouvelle classe, l'avenir politique est assuré avec la disparition de tous les 3 déjà? Est-ce que l'héritage, il y en a qui sont déjà suffisamment outillés pour prendre l'héritage? Écoutez, tout se renouvelle, hein? La classe des hommes, la classe des militaires, la classe des politiques. Après une élite, il y a aussi une élite qui remplace toujours la première. Et nous espérons que ces 4 vont rester des références pour nous autres et nous allons suivre leur chemin pour que la Guinée soit toujours un pays de paix et un pays de dialogue. Sauf que dans vos rangs, ils sont nombreux qui font la politique, selon d'entre vous d'ailleurs, avec le cœur. Hein? Oui, mais Jean-Marie Doré a toujours enseigné qu'il faut faire la politique avec la tête. Il ne faut pas agir pour réfléchir après, mais il faut réfléchir avant d'agir. C'était une de ses formules. Amadou Damaro Camara, président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, merci à vous d'être passé aussi dans cette émission. Par rapport à la mort de Jean-Marie Doré, ancien Premier ministre de la Transition. Je vous en prie, merci beaucoup. Bonne journée. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. On va s'apprêter à appeler Dr Faya Milimono, leader du bloc libéral, un des candidats malheureux de la dernière présidentielle, pour qu'il nous dise aussi qu'est-ce qu'il pense de la disparition du doyen Jean-Marie Doré. Mais déjà, on a suivi Damanta Albert Camara, le porte-parole du gouvernement, également Amadou Damaro Camara. Tous deux sont unanimes que c'est un monument, c'est un baobab qui s'éteint, Daouda Mohamed Camara. Oui, effectivement, à moins qu'on ne s'exprime avec le cœur, mais si on s'exprime vraiment avec la raison, et la tête entre les deux épaules. Oui, la tête entre les deux épaules. Nul quand même ne s'hasarderait à dire que Jean-Marie Doré était un mauvais politicien. Nul ne s'hasarderait à dire que Jean-Marie Doré ne s'est jamais battu pour que la paix, l'égalité, la liberté, la démocratie soit effective dans ce pays. Mais aujourd'hui, Jean-Marie Doré, il faut le dire, Damantan l'a dit, Damaro également l'a rappelé, Jean-Marie Doré est une référence en politique dans notre pays. Parce qu'il a réussi quand même, une école, hein, il a réussi quand même, malgré son opposition idéologique, son opposition politique avec les différents chefs d'État qui se sont succédés dans notre pays.
il a réussi quand même à... Il a toujours su se tailler de la place. Se tailler de la place. Il a toujours réussi à pouvoir maintenir la communication, une amitié, une fraternité qui ne dit pas son nom entre ces différents présidents de la République. On a vu quand il rappelait un peu ses relations avec le président Ahmed Sékou Touré, quand il rappelait ses relations avec lui, comment Sékou Touré lui a présenté Feu Lansana Conté. Pathétique. Ensuite, il est venu, c'est le fait général Lansana Conté qui est venu au pouvoir. Il s'est opposé à la gouvernance de fait général Lansana Conté, mais cela ne l'a quand même pas amené à créer une animosité entre lui et le général Lansana Conté. Il est resté, comme on peut dire, une sorte de conseiller auprès de ces différents présidents. Le président Alpha Condé également, avant le président Alpha Condé, Moussa Dadis Camara est arrivé, Sekouba Konaté est arrivé, il a été Premier ministre. Alpha Condé arrive aujourd'hui au pouvoir. D'aucuns, le plus souvent, l'accusaient de rouler parfois pour le président Alpha Condé. Mais je crois avec ce qu'a dit tout à l'heure l'honorable Amadou Damaro Camara, c'est bien cela, parce que c'est un enseignement. C'est une stratégie, c'est une autre stratégie politique que Jean-Marie Doré a su enseigner. Textuellement, il avait le sens du placement. Il avait le sens du placement. Et c'était un bon damier. C'était un bon damier. Mais c'est aussi ça la politique. Lorsqu'on se met dans les guéguerres politiques, parfois on perd la raison pour se retrouver avec le cœur. Et le cœur, pour certains, d'ailleurs qui est réel, ne fait pas la politique. Il faut savoir dissocier. Souvent on agit, après on regrette. Après on regrette. Il faut savoir bien dissocier l'avenir politique du pays paisible et l'avenir politique du pays dans les troubles. Donc Jean-Marie Doré, il faut le dire, a été cet homme quand même qui a pu mettre sur la balance pour savoir est-ce que les troubles peuvent arranger notre pays, est-ce que c'est la paix qui doit arranger notre pays. Il a quand même opté pour la paix et cela il faut lui le reconnaître. Qu'est-ce que Dr Faya Milmono retient de Jean-Marie Doré? Il est déjà en ligne. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Docteur Faya Milmono, bonjour. Oui, bonjour, mes amis de Série FM et TATV. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. L'information aujourd'hui en grande une sur tous les sites et au niveau de toutes les radios, c'est bien cette mort de Jean-Marie Doré. Ancien Premier ministre de la Transition, député presque dans toutes les législatures, y compris celle qui est en cours. Vous avez certainement connu l'homme. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Merci de l'opportunité que vous m'offrez de donner mes sentiments par rapport à cette autre grande perte pour notre nation. Je commencerai par dire que l'année 2016 a très mal commencé pour la classe politique guinéenne. Nous sommes en train de perdre de grandes figures les unes après les autres. Il y a encore quelques jours, on pleurait notre frère Kandi Tunkara, paix à son âme. Sorel est mort et aujourd'hui c'est un grand homme que nous perdons en tant que classe politique de ce pays. Jean-Marie Doré, c'était l'homme du compromis. C'était l'homme qui avait ce grand sentiment, ce grand patriotisme en lui pour notre pays. Et pour beaucoup d'entre nous, il a été vraiment quelqu'un qui nous a inspiré être en politique. Il avait le verbe très très facile et c'est quelqu'un qui savait dire des vérités avec humour. Alors, perdre quelqu'un comme ça aujourd'hui pour notre pays, c'est vraiment une très grande perte. Bon, je vais dire mes condoléances à la famille biologique du doyen Jean-Marie, à la famille politique du doyen, ainsi qu'à toute la classe politique et au peuple de Guinée. C'est une autre perte qui va difficilement
être oublié. C'est une autre perte qui va être difficilement oubliée. On sait que ces derniers temps, beaucoup de spéculations autour de son état de santé. D'aucuns allaient jusqu'à dire que Jean-Marie Doré est mort. Et aujourd'hui, il est effectivement mort. De quand date votre dernière rencontre? Nous nous sommes rencontrés pour la dernière fois peu avant les élections. Les élections de 2015. Et après, j'ai constaté qu'il n'était pas à Conakry. Nous prenions les informations avec les proches, notamment avec Jacques Bonini, qui remplace, disons, qui représente l'IPG à la CENI, qui venait d'ailleurs de quitter Paris quand il est allé le voir. Donc, ça fait maintenant quelques mois, oui. Ça fait maintenant quelques mois, on a écouté vous-même, vous avez réitéré. Mais à votre dernier passage, par exemple, à la maison mortuaire de Soriba, à Sorel Camara, la question vous a été posée sur vos sentiments par rapport à ces différentes morts des grandes personnalités du pays. Vous avez touché un peu l'aspect système sanitaire de notre pays. Est-ce que, en vous interrogeant aussi aujourd'hui sur la mort de Jean-Marie Doré, ça va être le même argument? L'homme quand même était âgé de 77 ans. Oui, il est vrai que l'âge est un facteur pour ce qui concerne le doyen Jean-Marie Doré. Mais 77 ans, dans d'autres pays aujourd'hui, ce n'est pas trop vieux, si vous voulez. Il y a des pays dans le monde dont l'espérance de vie est autour de 90 ans. Et donc, je continue toujours à me questionner par rapport au système de santé de notre pays. En Guinée, ça tourne aux alentours de 45 ans, hein, les hommes. 55 ans pour les femmes. Oui, mais pour que cela change, il faut que nous prenions de bonnes décisions, qu'on mette nos avoirs, n'est-ce pas, à la bonne place. La santé est encore un parent pauvre dans notre système. Le dernier budget nous a parlé d'environ 6%. C'est encore minable par rapport à ce que d'autres pays, même de la sous-région, consacrent à la santé de leurs citoyens, autour de 15%. Donc, il est important qu'on se questionne véritablement. C'est d'abord une honte qu'après 57 ans, nous soyons amenés à aller chercher la santé en France, au Maroc. Pourquoi pas ici en Guinée? Comment est-ce que nous pouvons pendant des années être aux commandes de notre pays et pour sauver sa vie, il faut aller ailleurs. C'est grave. C'est grave. Vous-même le reconnaissez. Jean-Marie Doré était l'homme du compromis, un patriote aguerri. Il avait le verbe facile. En plus de ça, Damantan et Damaro estiment qu'il était une inspiration, une référence dans le monde politique guinéen. Plus loin, Damaro dit qu'ils étaient 4 grandes icônes de l'après Sékou Touré. 3 sont déjà décédés, il ne reste que Alpha Condé. Pensez-vous aujourd'hui que l'espoir est permis pour la relève politique en Guinée? Justement. Oui, bien sûr. Écoutez, toute grande nation se remet toujours sur pied malgré les pertes. C'est vrai que après M. Sékou Touré, paix à son âme, nous avons connu de grands hommes politiques. Je veux parler du doyen Bamamadou, paix à son âme. Siradio Diallo a été également un grand homme politique dans ce pays. Et aujourd'hui, nous voyons partir le doyen Jean-Marie Doré. Alors, c'est une énorme perte, mais la classe politique se renouvelle petit à petit. Aujourd'hui, nous avons sur le terrain politique des gens de conviction et qui sont en train de se battre et qui reprendront, si vous voulez, le flambeau pour poursuivre. C'est vrai que des pertes comme celle de Jean-Marie Doré, il sera difficile de la remplacer. Des pertes comme celle de Bamamadou, c'est difficile de remplacer. Mais il faut que la nouvelle génération, n'est-ce pas, se mette en confiance pour reprendre le flambeau et continuer la lutte pour maintenir la place de notre pays dans l'histoire. Docteur Faya Milmono, leader du BL, bloc libéral
Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission par rapport à la disparition du doyen Jean-Marie Doré. Bonne journée. Merci beaucoup. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Tout à l'heure, nous allons appeler Baouri. Baouri est l'un des vice-présidents de l'UFDG, l'Union des forces démocratiques de Guinée, qui a aussi connu et côtoyé doyen Jean-Marie Doré. Presque qui est d'ailleurs passé dans sa famille. En tout cas, il avait annoncé il est effectivement passé. Il est effectivement passé. Le temps pour nous de dire bonjour à notre invité qui a accusé un très grand retard, Dr Dansa Kourma, comme à son habitude, Daouda Mohamed Kamara. Bonjour, Dr Dansa Kourma. Bonjour. Mais merci. Voilà, repositionnez-vous, approchez-vous du micro, approchez le micro. Voilà. Qui n'a pas accusé un retard, mais qui est venu à temps. Ah, vous pensez que vous êtes venu vraiment à temps? Nous allons tout à l'heure appeler Baouri, qui est vice-président de l'UFDG. Il était notre invité le mardi. Il avait promis juste après l'émission qu'il se rendrait directement au domicile de feu Jean-Marie Doré. Est-ce qu'il l'a fait? Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous allons tout à l'heure savoir cela avec lui. Mais les trois premiers intervenants, les expressions peuvent ne pas être les mêmes, mais leur contenu, c'est presque la même chose. Hein. On dit c'est une grande perte pour la nation, c'est un baobab qui s'en va, c'est un homme de compromis qui s'en va, quasiment. On est d'accord sur la qualité de l'homme. Hein. Oui, effectivement, on est vraiment unanime sur les qualités de l'homme. Mais aujourd'hui, ce qu'il faut rappeler à Bakar Condé, tu as posé cette question à Dr Faya Melimouno, mais aussi à Amadou Damaro Kamara. Est-ce que l'espoir est aujourd'hui permis par rapport à la relève ou à la continuation? Il y avait Edem Kodjo, je crois, le Togolais, qui de son passage en Guinée, qui s'est posé la question que tout le temps on parle de père fondateur, Est-ce qu'il n'est pas temps qu'on parle désormais de fils continuateur? Et les fils continuateurs aujourd'hui, je crois que si on doit espérer à une bonne politique, à un meilleur avenir politique, c'est bien la nouvelle génération. Et cette nouvelle génération a besoin aujourd'hui de faire une différence entre la politique avec le cœur et la politique avec la tête, avec la raison. Lorsque la politique elle est teintée ou elle est caractérisée par les rumeurs, par par le cœur qui bat parce qu'on n'aime pas la tête de telle personne par rapport à telle. C'est moi ou rien. Ou c'est moi ou c'est rien. Je crois que ça va être très difficile. On va aller retirer encore. Il est déjà en ligne, Baouri, le premier vice-président de l'UFDG. La tribune de l'Actu Plus, l'invité. Monsieur Baouri, bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes le premier vice-président de l'UFDG, comme vous souhaitiez qu'on le dise. Et vous êtes sorti de notre studio il n'y a que 48 heures. Vous avez annoncé votre visite dans la famille de désormais feu Jean-Marie Doré. Est-ce que vous y étiez passé réellement? Oui, j'étais passé. J'ai rencontré les responsables et les compagnons de lutte de feu Jean-Marie Doré. J'ai pu rencontrer son épouse avec laquelle j'ai échangé des mots amicaux, filiales, et j'ai exprimé à Madame Jean-Marie Doré mon souhait de voir le doyen vivre encore longtemps et en bonne santé avec nous. Donc c'est avec tristesse que j'ai appris ce matin son décès. C'est avec tristesse que vous apprenez ce matin son décès. Vous passez juste 48 heures après, c'est son décès qu'on vous annonce. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez par exemple passé 4 ans et demi à l'exil, vous retournez au pays, 48 ou quelques jours seulement, un doyen, un baobab de la politique, un compagnon de lutte s'éteint. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire Dieu merci parce que vous l'avez vu les dernières minutes avant sa mort? Oui, bon, et c'est bon, j'aurais souhaité que le doyen vive encore longtemps, parce qu'il a beaucoup de choses à apprendre à toute la Guinée, parce que à travers son itinéraire, c'est toute une histoire du pays qu'il a pu vivre et qu'il aurait pu nous permettre de cerner comment le passé s'est déroulé dans le pays. Vous savez, il a
a été très actif dans l'opposition contre Sékou Touré. Il a pu revenir, il a eu des fonctions du vivant de Sékou Touré. Il a été également un compagnon et un complice actif du général Lansana Conté. Lorsque je dis complice, c'est de manière stratégique, ça n'a rien de péjoratif de ce point de vue. Et également, il a été un de mes amis et compagnons dans la lutte pour la démocratisation du pays à travers le Forum démocratique national, jusqu'à récemment les forces vives. Et nous étions les deux qui avons essayé de faire en sorte que lorsque le CNDD était au pouvoir, d'amener le capitaine Dadis à être beaucoup plus à l'écoute des attentes et des besoins de l'ensemble de la société guinéenne. Donc c'est avec tristesse que j'apprends sa mort et j'espère qu'il aura laissé des documents, des témoignages, des recueils pour que demain on puisse écrire avec plus de netteté et de précision l'histoire de notre pays. C'est un monument qui part, comme dit Amadou Ampateba, c'est toute une bibliothèque qui était en Jean-Marie Doré. Il était très intelligent, très rusé, très talentueux et comme je l'avais pensé, c'est l'Edgar Faure de la politique guinéenne. Il manquera à la Guinée, il manquera à la classe politique et il faudra que la Guinée restitue dans toute sa complexité le personnage politique qu'a été Jean-Marie Doré. Et le problème maintenant, c'est comment assurer la relève, la continuation, le fils continuateur désormais. Bon, vous savez, je suis relativement plus jeune, mais lorsqu'on regarde autour de nous, on voit que beaucoup de gens, beaucoup de compagnons de la première heure de la lutte pour la démocratisation sont en train de s'éteindre. C'est avec tristesse qu'on voit que Amadouri Ditine, Georges Faragé Tunkara, Gandhi, du moins, Soriba Sorel Kamara récemment aussi. Kamara, et tant d'autres, bon, qui partent, et maintenant c'est le doyen Jean-Marie Doré. Hier c'était le doyen Bamamadou Siraji Diallo. Et le paysage se vide. Et c'est la raison pour laquelle il faut que les nouvelles générations, les jeunes, s'impliquent encore davantage, essayent d'être prêts et d'être proches de ceux qui ont une certaine expérience pour leur transmettre cet héritage, pour éviter nos erreurs, pour éviter nos fautes, pour qu'on puisse construire enfin une Guinée où il y aura une grande continuité par rapport au passé et en tirant les leçons de nos défaites, de nos échecs, en valorisant nos succès, en restituant à chacun ce qu'il a été pour qu'on n'oublie pas seulement pour commémorer la mémoire, mais pour que les générations actuelles et à venir s'inspirent de ce qui a été fait pour que nous puissions construire quelque chose qui repose sur des fondements plus profonds, plus sérieux, pour que nous puissions avancer. Donc, c'est triste, mais ça fait partie de la vie. Et à son âme, au doyen Jean-Marie Doré. C'est triste, ça fait partie de la vie. Le dernier mot de Baouri. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Bon courage. Merci à vous. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Nous allons rester sur le terrain cette fois-ci pour prendre Madame Chantal Coll, PDG du groupe SGI Média. Madame Chantal Coll, bonjour. Madame Chantal Coll, bonjour. Bonjour, pardon. Vous avez appris, tout comme nous, ce matin, la disparition de doyen Jean-Marie Doré. Beaucoup de témoignages à Grand Baobab, témoins de l'histoire du pays,
talentueux, homme politique aguerri. Une bibliothèque. Les commentaires, les mots, ça ne finit pas. Vous avez aussi connu l'homme. Qu'est-ce que vous retenez de lui? Écoutez, tout d'abord, je pense que c'est toute la Guinée qui est en deuil. C'est un monument de notre histoire politique depuis les indépendances qui s'éteint mais avec une grande histoire comme la nouvelle génération devrait prendre leçon. C'est-à-dire, moi j'ai eu la chance de le connaître. C'était un ami de mon père et je ne peux pas oublier que lorsque j'ai été expulsée, il a fait partie de ceux qui ont dénoncé et rappelé un certain nombre de choses. Donc c'était un symbole pour nous des libertés, c'était un symbole de l'homme qui osait dire ce que certains n'avaient pas envie d'entendre, parce que je crois que ça aussi c'est une des grandes qualités du doyen, c'était un homme qui n'avait pas peur, qui pouvait déranger, c'est un homme qui a osé inscrire sa différence sur certains sujets. On va se rappeler de différents moments. La transition, par exemple, où il a osé aller à la primature et puis conduire cela. On n'était pas toujours tous d'accord avec lui, mais il défendait une valeur sûre, c'était celle de la politique libre et indépendante, celle des convictions. C'était un homme loyal et je crois que ça c'est un élément essentiel et nous avons besoin d'hommes loyaux et sincères pour que notre pays continue à avancer. Donc c'est une très grande perte pour nous, mais à la fois j'espère que c'est un très grand modèle et qu'il va pouvoir inspirer beaucoup de gens parce que malheureusement chez nous on ne sait rendre hommage que quand les gens s'en vont. Donc maintenant qu'il est parti, j'espère qu'il y aura un titre posthume comme vous le dites. Je préfère dire quand ils s'en vont parce qu'on va les retrouver. C'est l'histoire de la vie. J'entendais Baouri dire c'est la vie. Bah oui, c'est la vie c'est je suis venu. Je laisse une trace ou je n'en laisse pas. Et une chose est certaine, c'est que le doyen Jean-Marie Doré aura laissé une trace et sera un modèle dans l'histoire de son pays. Donc voilà. Il a existé, hein, Jean-Marie Doré, il a existé. Comme le dit Jean-Paul Sartre. Oui, bien sûr. C'est un homme qui, on n'a même pas besoin de le dire, c'est une évidence. Il a été candidat X fois au présidentiel, je ne sais plus, je pense que vous, en tant que journaliste, vous avez compté, nous on est encore dans l'émotion. Moi j'ai appris ça à 6h45, 7h ce matin. J'avoue que j'ai été très très émue, vraiment. Vous savez qu'hier on était en réunion au bureau et que je vous ai dit il faut qu'on aille le saluer et Dieu ne nous a pas donné cette chance. Et bien en tout cas qu'il l'accueille dans son paradis. Et la question qu'on se pose, c'est bien la continuation des œuvres des anciens Jean-Marie Doré, Bama Madou, Sirajo Diallo et Alpha Condé, aujourd'hui les anciens barons de la politique guinéenne. L'héritage. Les anciens barons de l'opposition guinéenne. Je crois que c'est aussi... C'est la politique se construit avec une opposition et je crois que c'était une opposition intelligente et rappelez-vous ce qui s'est passé au stade du 28. Il était là encore le doyen, mais il y était et il a été tabassé comme un jeune homme et il est resté debout et il s'est battu pour ses valeurs de démocratie et de liberté auxquelles tout homme a droit. Donc moi j'ai une très grande pensée pour sa famille qui doit être très attristée mais qui peut être très très fière du père, du frère, du mari qu'ils ont et qu'ils auront à jamais. Madame Chantal Col, PDG du groupe SGI Média, merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci à vous. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. Nous allons appeler le dernier intervenant au compte de ce témoignage, ensuite aller avec notre invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Dr Dansa Kourouma, président du Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Avec lui, nous allons aborder, bien entendu, trois thématiques, l'affaire carburant, la TVA et l'installation des compteurs prépayés. Quel regard porte la société civile par rapport
à tous ces différents sujets. Nous allons lui poser toutes ces questions, mais d'abord, mes camarades, nous continuons de recueillir le témoignage des personnalités de la société civile, de la classe politique guinéenne sur la disparition du doyen Jean-Marie Doré. Oui, effectivement. Plus on écoute les témoignages, plus on s'enrichit en mots pour décrire aujourd'hui celui qu'a été Jean-Marie Doré. Madame Chantal Coll vient d'ailleurs de le rappeler tout à l'heure. Il était encore le 28 septembre au stade du même nom, où il a été tabassé comme un garçon. Là, les images en fond froid. Les images en fond froid. Je me rappelle encore. Le tour des réseaux sociaux. Je me rappelle encore, malgré les douleurs qu'il a subies ces jours-là au stade du 28 septembre, cela ne l'a pas empêché, je vais dire, de placer encore une expression humoristique quand il dit que n'eût été mes connaissances dans les arts martiaux, on allait casser ma clavicule. Donc aujourd'hui, mais il est resté vraiment fidèle à sa conviction, Jean-Marie Doré. Je crois qu'on ne cessera jamais de décrire l'homme. Et quand on parle également, Baouri le disait, c'est un talentueux. C'est un talentueux, c'est une bibliothèque qui s'en va aujourd'hui. Comme le dit il faut déjà rappeler que Jean-Marie Doré, il n'a pas que fait la politique, il a aussi écrit, il a aussi réveillé l'histoire, et c'est là aussi on peut retenir cela de Jean-Marie Doré. Il savait dire la vérité avec humour. Le dernier intervenant au compte de la disparition de doyen Jean-Marie Doré, c'est bien Baïdi Haribo, député à l'Assemblée nationale également. Il est le secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines. Baïdi Haribo, bonjour. Oui, bonjour, M. Condé. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. Nous avons appelé beaucoup de personnalités, classes politiques. Les commentaires presque sont les mêmes. Jean-Marie Doré, c'est un témoin de l'histoire du pays, grand baobab qui s'éteint, icône politique, que sais-je encore, une référence, une inspiration, une école. Vous aussi, vous avez appris sa mort. Qu'est-ce que vous retenez ou pensez de lui? Vraiment, j'ai appris sa mort ce matin au réveil. D'abord, j'étais dépassé parce que le rumeur avait couru ces derniers temps. Et j'étais soulagé quand vraiment on m'a dit que ce n'était pas vrai. Et ce matin, comme par enchantement, par surprise, en ouvrant mon iPhone, et juste la nouvelle est tombée qu'il est finalement décédé à 2 h du matin. Ça a été vraiment un choc pour moi parce que au-delà de tout ce qu'on peut dire, ou les qualificatifs qu'on peut donner de l'homme, moi j'ai un lien très particulier avec le défunt Jean-Marie Doré. Je ne veux pas parler de ses qualités politiques, de témoin de l'histoire et de talentueux politique, loin de tout ça là. C'est mes relations d'affinité que j'ai avec l'homme. Bizarrement, cet homme a connu mon père. Moi, je ne savais pas ça. Qu'il appelait affectueusement mon grand. Alors finalement, moi aussi, j'ai repris le même mot envers lui en l'appelant mon grand. Et franchement, il m'a adopté. Il m'a porté dans son cœur et il m'a beaucoup guidé dans ma jeune carrière de politicien. Cela dit, on a eu de bons rapports et rarement c'est un politicien que je fréquente le plus. Et souvent dans la discrétion, on passait notre temps à parler de la Guinée dans sa case. Alors c'est ce qui va me manquer, honnêtement, en tant que comment on appelle, politicien. Il va me manquer beaucoup en tant que grand aussi. Et c'est pour cela que j'ai dit, grand, tu as vécu avec ardeur pour ton pays et ce matin, grand, tu t'en es allé. Que le paradis soit ta dernière demeure. Et je profite de l'occasion pour adresser mes condoléances à tout le peuple de Guinée, à sa famille biologique, à sa famille politique et surtout à tous les députés de l'Assemblée nationale parce que sa participation au débat de l'Assemblée nationale éclairait beaucoup nos lanternes, nous qui sommes les jeunes députés. En plus de ça,
J'adresse aussi mes condoléances au chef de l'État, président de la République, le président Alpha Condé, qui a pris en charge ces derniers temps sa maladie en France et à Conakry. Et pour finir, c'est pour vous dire que c'est avec un cœur vraiment meurtri que vraiment je parle de l'homme. Je parle de l'homme et je parle de sa vie. Je parle de nos rapports. Baïdi Haribo, secrétaire exécutif de l'Union des forces républicaines, député à l'Assemblée nationale. Merci à vous aussi d'être passé dans cette émission. Merci beaucoup. La tribune de l'actualité plus, de 9h15 à 10h45 sur Chéri FM Guinée. À présent, on se tourne vers l'invité ici dans ce studio et sur ce plateau, Dr Dansa Kourouma. Je crois que la première question ne peut être que cette disparition du doyen Jean-Marie Doré. Vous avez suivi dans la dernière partie les interventions de certaines personnalités du pays suite à cette disparition. Vous, en tant qu'acteur de la société civile, vous avez souvent collaboré avec doyen Jean-Marie Doré quand il était Premier ministre de la Transition, leader de l'UPG. Qu'est-ce que vous retenez de lui? C'est avec beaucoup de frustration, beaucoup de regrets que j'ai appris ce matin la disparition de l'honorable Jean-Marie Doré, que moi j'appelle le maître. J'ai connu Jean-Marie Doré en 1993 lors des élections et j'ai travaillé avec lui en 1998. Il n'y a pas cet activiste, que ce soit de l'université, du milieu universitaire, que ce soit du milieu social, du milieu politique, de notre génération qui n'est pas passé par l'école de Jean-Marie Doré. En tout cas, j'en suis un. C'est-à-dire, en 1998, je fais partie de ces jeunes étudiants que Jean-Marie Doré a utilisés pour se faire représenter dans les régions où il n'avait pas de militants. Alors, j'ai coordonné ses activités en Haute-Guinée. J'étais à l'université. Et n'étant pas membre de son parti politique, il nous a appelé que le combat qu'il mène n'est pas un combat pour son parti politique, c'est un combat qu'il mène pour la Guinée et surtout pour la nouvelle génération. Donc beaucoup d'entre nous, on s'est porté volontaire pour aller représenter son parti et moi j'étais coordinateur en Haute-Guinée. Autre chose, quand on faisait les grèves à l'université, les grands mouvements de protestation des étudiants, c'est Jean-Marie Doré qui nous défendait, c'est lui qui nous conseillait. Quand des étudiants étaient arrêtés, il nous mettait en rapport avec RFI, avec les médias internationaux, il nous mettait en rapport avec un certain nombre d'autorités ou de leaders pour pouvoir mettre la pression sur le gouvernement afin de libérer les étudiants. Ça, c'est des choses qu'on ne m'a pas racontées, c'est des choses que j'ai vécues parce qu'à l'université, je faisais partie des personnes qui portaient un certain nombre de valeurs. Jacques Bonimi, mes condoléances à Jacques parce que je fais partie de la même famille que Jacques Bonimi parce que on tournait autour de Jean-Marie Doré. Quand je voyais Jacques qui était l'un des bras droits de Jean-Marie Doré, docteur Mami, Ernest, monsieur Tofani, etc. Ces personnes, je les présente toutes mes condoléances aujourd'hui et à la famille de Jean-Marie Doré. Je suis une personne qui a pratiqué Jean-Marie Doré, qui a été guidée, conseillé par Jean-Marie Doré et parfois qui a été commis à des missions très délicates, je m'excuse, par Jean-Marie Doré. Donc la dernière chose en date, c'est naturellement le Forum des forces vives, ou cette petite commission qui a travaillé sur les critères de désignation du Premier ministre de la Transition. J'étais là et le débat sur Jean-Marie Doré, Rabiatou Serra Diallo et que sais encore faisait rase. Et Baouri faisait partie des personnes, permettez-moi de le dire aujourd'hui, je sais qu'il m'écoute, qui a soutenu et porté la candidature de Jean-Marie Doré pour qu'il soit le Premier ministre de la Transition. Alors, on était là, peut-être il ne se rappelle pas aujourd'hui, mais moi j'étais là, j'ai observé le débat. Quand il a pris la parole, il y avait un débat très sérieux et c'est lui qui a porté haut et fort la position de l'opposition par rapport à qui était Jean-Marie Doré. Comment est-ce que Jean-Marie Doré était la personne la mieux placée pour diriger la transition à cause de ses habiletés, à cause de son expérience et à cause de son franc-parler. Donc, repose en paix, mon cher maître. Et je crois qu'il y a aussi ces graines qu'il a sémées
qui vont émerger pour continuer la lutte autrement, peut-être pas avec le même tact, avec la même ruse et la même expérience que le maître, mais on sait et on a été inspiré et guidé par sa capacité d'influence, sa capacité de raisonnement et sa capacité de retournement de situation. On va revenir sur certains des qualificatifs donnés par les précédents intervenants pour voir est-ce que vous êtes d'accord ou pas sur un qualificatif. Pour Damanta Albert Camara, c'est un grand baobab, c'est un témoin de l'histoire du pays, c'est un grand constructeur de la démocratie qui s'en va. Damaro, lui, il estime que il fait partie des 4 monuments de la politique post-Sékou Touré, une inspiration, une référence. Il avait le sens du placement. Faya Milmono estime que c'est une grande perte pour la nation. C'est un homme du compromis, c'est un patriote aguerri. Il avait le verbe facile. Il savait dire la vérité avec beaucoup d'humour. Ajouté à tout cela, Baouri conclut en disant que c'était un homme talentueux. C'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, je fais mienne de tous les qualificatifs qui ont été avancés par mes devanciers, parce que je ne peux pas mieux dire que. Mais donc vous êtes d'accord par rapport à tout cela? Si je pouvais trouver un mot plus poignant que ça, j'allais l'utiliser. Mais je vous dis de manière très claire, si la Guinée n'a pas basculé dans la guerre civile, Jean-Marie Doré fait partie des personnes qui ont évité ce sort-là à notre pays. Mais je suis quand même dans le regret de vous dire que les grands monuments ne sont jamais traités à leur juste valeur dans notre pays. C'est ça qui me fait mal. C'est ça qui me fait mal aujourd'hui. Même si c'est pas... Vous savez, on ne sait pas valoriser les talents dans notre pays. C'est pourquoi jusqu'à présent notre pays est en train de traîner derrière. Parce qu'on a le complexe de faire la promotion de l'excellence, de la reconnaissance des valeurs, la reconnaissance du mérite ne fait pas partie de nos mœurs dans ce pays. C'est pourquoi on continue. Si c'était d'autres pays, Jean-Marie Doré, c'est beaucoup de choses. C'est vraiment beaucoup de choses. C'est l'histoire, la moitié de l'histoire de la Guinée, ou l'histoire de la deuxième moitié de la Guinée. En tout cas, la nature même nous a annoncé sa disparition depuis avant-hier, hier, jusqu'à aujourd'hui, quasiment. Le soleil, c'est comme si la nature était nébuleuse. Pour ceux qui savent un peu cela, estiment que quand la nature est comme ça, souvent c'est une grande figure qui doit s'en aller. Je l'ai senti personnellement à cause de mes liens avec Jean-Marie. Peut-être je ne peux pas vous expliquer tout ce qui s'est passé entre le maître et moi. Mais si vous écoutez les Jacques Bonimi et d'autres, ils vous diront mieux. Bogola Abba, qui est secrétaire général, tout à fait, ça fait partie de mes compagnons de lutte à l'université. Et on prenait les conseils et les inspirations chez Jean-Marie Doré, parce qu'il n'était pas loin de l'université. Dès qu'on est épinglé par la police, on passe par on escalade les murs du 14 mai et on descend dans la cour de Jean-Marie Doré et on est protégé. On a déjà ce qu'on appelle l'immunité. Aucun policier n'ose rentrer sur le doyen Jean-Marie Doré pour toucher à un étudiant. Il avait même des cachettes pour nous, pour protéger les étudiants qui se battaient pour des causes nobles. Et il nous mettait en rapport avec les médias internationaux, avec ses relations à travers le monde, pour que pression soit faite sur le gouvernement pour libérer les étudiants qui sont arrêtés pour faire de grève. Donc, ça c'est des choses que j'ai vécues directement, en chair et en os, comme on le dit le plus souvent. Mais les Guinéens, le message qui me semble être le plus important aujourd'hui, c'est vrai, on va pleurer, Jean-Marie Doré pendant toute la durée de l'existence de la Guinée, mais ce qui est plus important, ça doit être une source d'inspiration pour les dirigeants de ce pays, pour l'élite de ce pays. Il faut qu'on apprenne à valoriser, à reconnaître et à rendre hommage aux hommes quand ils sont en vie. Jean-Marie Doré est une icône de la vie politique, sociale, culturelle de notre pays. Il a marqué son temps. Et vous savez, Baouri est parti, je m'excuse, Mamadou est parti, les Sirajos sont partis, mais on n'a pas senti que c'était des monuments, parce que notre pays, avec la division ethnique, avec un sentiment de haine, on ne peut pas valoriser, on ne peut pas célébrer ou rendre hommage, les hommages que ces hommes méritent. Sinon, quand vous partez à l'abbé, vous devez être marqué par des stèles à l'intention de Siraj Diallo, des rues qui doivent porter son nom, des monuments qui doivent porter leur nom, des quartiers qui doivent porter leur nom. Mais on doit apprendre dans ce pays, au lieu
les vestiges de la colonisation, c'est ça encore qui existe dans ce pays. Les rues, c'est les rues des colons, les rues portent le nom des colons. Je ne suis pas contre ça, mais il faut qu'on apprenne à rebaptiser les rues au nom, n'est-ce pas, des anciennes gloires de notre pays. C'est très très important. Récemment d'ailleurs on a commencé à baptiser nos différentes écoles au nom des personnalités guinéennes, mais le petit Guinéen quand même a du mal à retenir par exemple le poste d'Arsengor de Yimbaya, c'est toujours Yimbaya, c'est toujours là, c'est Ahmed Sékou Touré de l'aéroport, c'est toujours lycée aviation, ainsi de suite. Il y a quand même ce problème. Quelqu'un me disait un jour que si la Guinée sombre toujours dans cette difficulté, c'est parce que à un moment donné, le Guinéen ne prend pas de temps pour reconnaître la valeur de ses anciens. C'est compliqué. Si l'avenir se construit dans le passé, sur la base du passé, la Guinée ne peut pas construire son avenir parce qu'on ne connaît pas notre passé. Même si on connaît notre passé, on fait fi à notre passé et on refuse de dire la vérité à la nouvelle génération. Je crois qu'il revient. Le combat est très difficile, hein. Vous avez dit, les continuateurs. Oui. Il faut qu'on ait des bons continuateurs dans ce pays. Et le professeur Alpha Condé encore, nous le souhaitons longue vie et pleine santé, mais il a beaucoup de défis à relever pour ce pays. Il doit donner des exemples parce que c'est l'un des rares monuments de la vie politique de la Guinée contemporaine qui existe, qui reste encore. Alors, il doit encore donner des bons exemples. Les écoles baptisées, on ne parvient pas à s'en passer des anciens noms, c'est parce que ce n'est pas une volonté politique. Ouais. Sinon, on peut le faire. On peut le faire. Jean-Marie Doré, à présent, on va aborder le premier sujet, c'est bien cette affaire du carburant. Les négociations, les tractations sont en cours entre mouvement syndical et gouvernement, certainement élargi à la société civile. Aujourd'hui, quel regard portez-vous par rapport sur cette situation? Écoutez, la Guinée, il faut savoir décrire la situation de départ pour bien apprécier la situation d'arrivée ou la situation dans laquelle on se trouve. La Guinée sort d'une crise économique sans précédent. Vous êtes d'accord avec moi? Notre économie a été malmenée, tout à fait, malmenée, même mis en chaos par rapport à des différentes contraintes que nous avons connues. Donc Ebola est un des éléments d'appréciation, mais il n'y a pas que Ebola. Il y a d'autres choses. Il y a aussi la mauvaise gestion. Il faut bien qu'on reconnaisse quelque part que Ebola, oui, a apporté tout ce que ça a pu apporter. C'est une contrainte que la Guinée ne pouvait pas déroger. Mais la Guinée n'est pas le seul pays qui a été frappé par Ebola. Donc Ebola doublé par des anciens réflexes en matière de mauvaise gestion qui existent encore, malgré le combat qui se mène tous les jours par rapport au changement de mentalité des cadres de ce pays, les sanctions qui sont tombées et les mesures législatives, juridiques et administratives qui sont prises, ces pratiques de mauvaise gestion, de gaspillage continuent encore à un certain niveau dans la gestion de la chose publique. Alors si une contrainte majeure comme Ebola, une épidémie de ce genre, frappe un pays dont l'économie est déjà fragile, même si nous avons atteint le point d'achèvement, mais on sortait juste du point d'achèvement, ça veut dire que notre économie était en convalescence, parce que quand on sort des mesures d'ajustement de ce genre, l'économie se trouve dans une situation... Vous n'êtes pas guéri, vous êtes en convalescence. En convalescence, c'est pourquoi la banque et les institutions accompagnent le pays pendant 4 années encore, avant de déclarer officiellement que le pays a rempli... Se porte bien. Alors tout ça se trouve dans une situation alarmante parce que la corruption est une réalité dans notre pays. Et cette corruption fait qu'aujourd'hui, les ministres tardent encore à déclarer leurs biens et un certain nombre de hauts cadres à la tête de l'État parce que c'est des réflexes qui ne sont pas guinéens. Tout ce qui est redevabilité, comptabilité, tout ce qui est transparence, c'est des pratiques qu'on doit encore cultiver, imposer dans le quotidien des Guinéens. Ceci m'amène à dire que le carburant a chuté dans le marché international en trouvant une situation économique très lamentable dans notre pays. Alors, s'il faut réagir immédiatement en diminuant le carburant, ça veut dire on ne connaît pas encore la tendance au niveau du marché international. Hier, on m'a dit déjà que c'est grimpé, c'est autour de la part de $35. Oui, ça commence à remonter légèrement. Parce que c'est une spéculation, comme on a dit. Bourse, fluctuation. Tout à fait. Mais nous demandons à notre pays
de s'accommoder, n'est-ce pas, aux valeurs de transparence et de redevabilité. Ceci amène à dire l'application du principe de la flexibilité des prix, que ce soit le carburant, que ce soit les autres produits de première nécessité. C'est pourquoi en Guinée, c'est une minorité qui est riche, en tout cas, c'est l'engagement là que le gouvernement a pris. Tout à fait. Donc c'est pourquoi nous demandons aux syndicats, à côté des revendications catégorielles liées au salaire et autres, qui comprennent que l'impact du carburant se ressent sur toutes les catégories socio-professionnelles du pays, n'est-ce pas? Que vous soyez fonctionnaire ou pas, mais chacun, même de manière psychologique, chacun bénéficie. Chacun se déplace. Chacun bénéficie de l'impact de la baisse du prix du carburant. D'accord. Tous les autres pays voisins, le Sénégal a baissé, le Mali a baissé, la Côte d'Ivoire a baissé, le Libéria, la Sierra Leone. Même si c'est de manière substantielle, parce que la moyenne de diminution est autour de 7,5% du prix du carburant. Mais est-ce que en clair, à vous entendre développer tout cela, est-ce qu'en clair aujourd'hui, la Guinée, vous avez parlé de sa convalescence, on sort de convalescence économique, on sort d'Ebola, on doit d'abord être accompagné par les institutions de Bretton Woods. Est-ce qu'aujourd'hui vous pensez qu'il est opportun que les autorités procèdent à une diminution du prix du carburant aujourd'hui à la pompe? Non, c'est une exigence. C'est une exigence en matière de bonne gouvernance. C'est aussi une exigence en matière de redevabilité vis-à-vis de la population. Mais aussi c'est une cure psychologique. C'est politique. C'est-à-dire soutenir le pouvoir d'achat de la population. Ce n'est pas... Ça fait partie des rôles du gouvernement. On ne prend pas une machine pour calculer l'impact économique de ça. Non, on voit de manière psychologique, oui, on a un gouvernement qui accompagne, n'est-ce pas, sa population. Pour moi, c'est politique. Il faut que les pouvoirs politiques... Mais vous-même, vous avez dit tout à l'heure que c'est une spéculation au niveau de la bourse. Et aujourd'hui, par exemple, le prix est en train du baril est en train de remonter légèrement. Est-ce qu'aujourd'hui, lorsque les autorités procédaient à cette baisse du prix du carburant, quelques jours après, on revient à l'initial où on augmentait davantage, vous ne trouvez pas que ça pouvait aussi créer d'autres problèmes entre les autorités et les citoyens? Là où je suis d'accord avec un certain nombre d'acteurs, la Guinée, nous sommes pas, comme on n'a pas accepté le principe d'institutionnaliser le principe de la flexibilité des prix en tenant compte du prix au marché international. C'est pourquoi on est dans l'expectative. Dans ce tâtonnement. Dans ce tâtonnement. Donc nous devons accepter, si nous avons atteint le point d'achèvement, on a mis en place un certain nombre de normes, n'est-ce pas, de bonne gouvernance, il faut bien qu'on accepte d'appliquer ce principe de flexibilité. Mais si les gens ne sont pas habitués à ça, diminuer le prix, augmenter le prix dans un intervalle de temps proche, nous avons une population à majorité analphabète et doublée par une mauvaise foi d'un certain nombre d'acteurs qui sont pourtant écoutés dans la vie politique, ça peut précipiter le pays dans une sorte d'instabilité. Donc c'est pourquoi, mais aujourd'hui les indicateurs prouvent à suffisant, les projections prouvent qu'en 2016 le prix du carburant sera plus bas qu'en 2015. Donc il faut bien qu'on soit clair, ça aussi c'est une constante. Vu tout ce qui se passe au niveau le retour de l'Iran, tout ce qui se passe, les projections économiques prouvent à suffisance que le prix du carburant sera plus bas en 2016 contrairement à 2015. Ça c'est une réalité. Donc en tenant compte de cela, comme ça a été fait dans les autres pays, le Sénégal, le Mali, les autres pays, c'est vrai, on n'a pas le même PIB, on n'a pas le même niveau de vie et nos gouvernements n'ont pas la même solidité économique. Je suis d'accord avec vous, mais il faut que nous montrions l'exemple. L'exemplarité me semble être nécessaire pour ce pays-là, au moins une fois. Et je ne suis pas, depuis qu'on a commencé la discussion, je n'ai pas encore avancé un taux. Je suis l'un des rares qui n'a pas dit encore il faut le baisser à hauteur de tel pourcent. Pourquoi? La raison est très simple, ça demande des calculs importants, ça demande une négociation tripartite. Syndicats, patronat, gouvernement. Donc je demande une fois encore au gouvernement ou à ses négociateurs beaucoup plus de diligence parce que la population est à l'attente. La population est à l'attente. Le second point, Daouda. Oui, effectivement, la population est à l'attente. Est-ce que nécessairement, parce que la population étant en attente, qu'il faut le faire même si ça doit avoir des impacts sur des répercussions négatives aujourd'hui sur la mobilisation des recettes pour le pays? Parce qu'on sait quand même que au niveau du pétrole, quand même, c'est aussi une source privilégiée de recettes de l'État. Écoutez, quand nous sommes en période d'austérité économique ou d'austérité budgétaire,
il ne faut pas faire payer, n'est-ce pas, la facture aux contribuables. Aux contribuables, surtout aux pauvres seulement. Chacun doit payer une partie de la facture. Donc le gouvernement doit revoir son fonctionnement. Surtout les riches. Vous êtes d'accord avec moi? Oui. L'évasion fiscale, la sous-mobilisation des recettes fiscales est une réalité dans notre pays. Donc il y a des niches fiscales qui existent où l'État doit pouvoir puiser. Il faut diminuer le train de vie aussi de l'État. Parce qu'il faut des mesures politiques d'abord, incitatives, qui puissent encourager à la population de dire oui, nos dirigeants sont en train de faire de donner des bons exemples. Même si la population doit payer la facture après, elle sera déjà motivée, requinquée par le fait qu'ailleurs, il y a une volonté qui s'affiche. Mais si le pauvre pense qu'il est déjà pauvre, avec la baisse de la croissance, sa pauvreté s'accentue et vous le faites encore supporter des coûts, des factures, il n'y a pas tellement de visibilité. Donc c'est pourquoi le ministre du budget a commencé une démarche salutaire qui consiste à rencontrer, n'est-ce pas, les parties prenantes, les acteurs sociaux, à partager un certain nombre d'informations et de préoccupations avec eux pour qu'à notre tour, qu'on puisse parler à la population, véhiculer un certain nombre de messages. Mais il faut équilibrer. Un pays se gère sur la base d'un équilibre. Et l'équilibre là impose aujourd'hui à l'État de ne pas trop asphyxier la population par des réformes économiques qui sont caustiques. Mais de trouver ailleurs aussi, n'est-ce pas, des moyens de contrepartie pour pouvoir payer cette facture. Mais je suis d'accord, j'ai commencé mon discours par ça. Peut-être les citoyens n'aimeront pas entendre ça de ma bouche. Nous sommes une économie en convalescence. Non, on n'est plus en convalescence. Aujourd'hui, on est malade. On a une économie qui a rechuté. On est en rechute, s'il faut parler. On est sous perfusion même, c'est le mot. On est sous perfusion. Donc, si on ne peut pas créer la prospérité sociale et économique en appauvrissant l'État, je suis d'accord, il faut que les réserves à la Banque centrale, un certain nombre de capacités de l'État à payer, à faire un certain nombre de transactions, déterminent aussi la santé de notre économie. Donc la population, on a besoin aujourd'hui d'une communication ou d'une relation de confiance entre les dirigeants et les gouvernés. Sur la base de cette relation de confiance, toutes les réformes, on peut serrer la ceinture et subir un certain nombre de choses. Quand on sait parce qu'on ne risque pas de perdre les reins. Où la ceinture va se couper. Voilà. Donc concrètement, pour être pragmatique, je crois qu'on a besoin d'un signal de la part du gouvernement pour revoir ces prix des produits. Mais je n'impose pas un prix aujourd'hui, c'est sur la base d'une négociation qui va tenir compte d'un certain nombre de facteurs. Le carburant n'est pas le seul facteur déterminant, n'est-ce pas, dans l'amélioration des conditions de vie de la population. Il y a d'autres éléments qui doivent être pris en compte, mais il faut communiquer avec la population. J'ai demandé au ministre du budget de communiquer davantage et au cadre, n'est-ce pas, de son ministère de communiquer en langue nationale pour que on entende un certain nombre d'informations Oui, ça rassure la population, ça crée un sentiment de confiance. En tout cas, on dit que la communication au sein d'une société, c'est comme du sang dans les veines. Hein? Tout à fait. Plus ça circule mieux, plus la santé se maintient. Tout à fait. L'autre aspect, c'est bien cette augmentation de la TVA, Daouda. Oui, on en parle, on nous demande de serrer la ceinture. On craint aujourd'hui que nous perdions nos hanches. Et de l'autre côté, la TVA va de 18 à 20%. À partir du 1er février. Est-ce qu'encore une opportunité s'est présentée pour que cela soit mis en application aujourd'hui? Le tableau de bord de notre économie exige un certain nombre de sacrifices aujourd'hui, il faut être conscient. Ouais. Mais ça se construit sur la base d'une relation de confiance. Nous avons une population, d'abord en majorité analphabète. Les véritables contribuables de la Guinée, à 80%, sont analphabètes. Ils ne savent pas ce qu'ils payent. Et ce qu'ils payent, ils ne savent pas ça sert à quoi. Pourquoi ils payent. Donc on a besoin d'abord d'une bonne communication, d'une bonne pédagogie, n'est-ce pas, pour faire comprendre les gens. La TVA, oui, avec les indicateurs économiques actuels, ça demande des réformes. C'est une augmentation substantielle quand même qui peut avoir un impact sur un certain nombre de produits de grande consommation, comme la farine, le riz, l'huile, etc. Ceci va amener à dire naturellement que ça va avoir des retombées sur le prix dans le marché. Forcément. Mais l'État d'abord
doit balayer devant sa maison. Le gouvernement doit balayer devant sa maison. En faisant quoi? En montrant la preuve de sa bonne foi et une volonté de gestion saine. En réduisant son train de vie. C'est très très important. La deuxième chose qui me semble être importante, il faut mettre des institutions de transparence. Une autorité de régulation des prix. C'est très très important. Le Conseil régional de Conakry, dans sa déclaration, a déjà fait cette proposition. Nous l'épousons. Il faut une autorité de régulation des prix. Et cette autorité... Les prix ne sont pas homologués même ici à Conakry. Même dans un quartier, vous pouvez voir deux boutiques différentes. Ici, vous achetez la bougie à 1000 francs, de l'autre côté 1500 francs. Tout à fait. C'est aucune homologation. C'est la spéculation parce que l'économie est tenue par le secteur informel. Et le secteur informel, vous savez, c'est le sauve qui peut. A ses problèmes. Voilà, il n'y a pas assez de transparence et de traçabilité. Je crois que l'État doit contribuer à accompagner le secteur informel pour sa professionnalisation, pour pouvoir sauver un certain nombre de ressources, de revenus. Pour moi, c'est très très important. Alors, au-delà de tout ça, il ne faut pas exagérer aussi les taxes. Il ne faut pas exagérer. On dit trop d'impôts tue l'impôt. Donc il faut créer la confiance. Je crois qu'avec le gouvernement Yula, la confiance est en train de revenir. Même si sur un certain nombre de choses... que la confiance est en train de revenir quand le prix ne baisse pas la pompe, la TVA monte et les denrées de première nécessité, la farine... Les prix vont bientôt... Voilà, vous pensez que la confiance, ça peut enraciner la confiance entre les gouvernés et les gouvernants aujourd'hui? Ça dépend de la politique de communication et je te dis encore, de la volonté, de la capacité de l'État, du gouvernement de balayer devant sa maison. Pour moi, c'est très important. On a quand même vu la ministre française... La ministre française de la Justice, garde des Sceaux, qui, après sa démission, remonte sur son vélo pour rejoindre sa maison. Mais tout à fait. On a besoin justement des bons exemples. On ne peut pas avoir des ministres qui roulent dans des grosses 4x4 avec tout ce que ça constitue comme carburant. L'invité d'hier, l'un des invités d'hier disait que les ministres à l'intérieur, c'est vraiment des petits rois. Bon. Et la population même a une mentalité qui encourage même un certain nombre de pratiques qui fait la royauté des ministres. Parce que quand vous êtes ministre, j'ai assisté à des passations de service et ça m'a tapé sur les nerfs, j'ai quitté. Parce qu'une passation de service, c'était comme le retour d'un mort. D'un héros. Des morts. C'est comme quelqu'un, il est le revenant. Voilà, c'est comme... Ce qui n'est pas possible. C'est comme un revenant. Alors, c'est des cérémonies grandiloquentes. C'est toutes sortes de dépenses. La famille est là. Pour cette famille-là, elle sort définitivement de la pauvreté. C'est une mauvaise impression, c'est une mauvaise mentalité qu'on doit pouvoir changer. Et le président de la République, par son éducation, par son parcours, il doit pouvoir imposer un certain nombre de normes et de valeurs pour que le poste de ministre soit un poste de défi et non la fin d'une carrière où vous allez tout avoir. En tout cas, les postes sont synonymes d'opulence. Tout à fait. Donc il faut bien que nous inversons cette tendance, ou bien, même si on ne l'inverse pas, qu'on l'atténue un peu. Ça peut aider à créer la confiance. Mais autre chose, il faut que l'État, dans une situation de grande pauvreté, je sais que la pauvreté n'a pas reculé dans notre pays. Bien au contraire, elle gagne du terrain. Nous sommes en récession. Il faut savoir soutenir un peu le pouvoir d'achat de la population et nous demandons qu'il y ait une bonne politique de communication. Et cette politique de communication doit passer par des contacts directs entre les ministres, n'est-ce pas, et les populations, et pour qu'ils s'adressent à eux dans leur langue nationale. Ça peut aider à ramener un certain nombre de choses. En conclusion, il faut bien qu'il y ait des structures d'homologation des prix, des structures de régulation des prix, qui peuvent veiller naturellement à un certain nombre de comportements. Et l'État doit s'engager à la restructuration du secteur informel pour qu'il soit doté de capacité à avoir une comptabilité saine et à s'acquitter d'un certain nombre d'obligations qui peut aider l'État à avancer sur un certain nombre de choses. Oui, je tenais à cet autre point, c'est bien les syndicats aussi qui, dans leurs revendications au niveau du gouvernement, c'est bien le respect de l'application de la grille salariale, c'est-à-dire l'augmentation des salaires aujourd'hui. Est-ce que vous pensez que c'est aussi opportun? Ce que vous qualifiez de revendications catégorielles. Non, écoutez, c'est des engagements. Après un dialogue social, les engagements doivent être respectés par les partis. Donc il n'y a aucun moyen de se dédouaner de ça.
et plus le pouvoir d'achat... Même s'il n'y a pas d'argent? Non, j'en viens. L'application de la grille salariale, d'abord il faut l'adopter, n'est-ce pas? Il faut la mettre en route. On pouvait commencer par ça. C'est vrai, le gouvernement actuel a fait beaucoup d'efforts en matière d'amélioration des salaires des fonctionnaires. Mais avec la pauvreté et le PIB qui ne progresse pas, nous sommes encore en situation, nous sommes dans une position qui fait de nous les pouvoirs d'achat les plus faibles, n'est-ce pas, dans la sous-région ouest africaine. Donc c'est pourquoi on doit avoir une grille salariale qui permet aux travailleurs du secteur privé et public, n'est-ce pas, de joindre les deux bouts, au moins d'être capable d'assurer un certain nombre de besoins du 1er au 30 du mois. Pour moi c'est essentiel. Et toutes sortes de réformes qui vont augmenter les salaires, ça augmente un certain nombre aussi de retombées au niveau de l'État, parce que les travailleurs payent des taxes et des impôts, et ça soutient le pouvoir d'achat qui peut par ricochet donner d'autres bénéfices, n'est-ce pas, qui peut aussi... La meilleure façon de garantir l'économie, c'est de soutenir le pouvoir d'achat. Si le pouvoir d'achat est bon, on peut collecter plus de taxes, plus d'impôts, et ça peut renflouer les caisses de l'État. Donc c'est un cercle vicieux. On doit pouvoir avoir des réformes très sérieuses dans ce domaine pour que le travailleur soit... Au moins qu'on puisse se comparer aux pays les plus proches de nous. Mais si on est soumis au même principe de taxation et qu'on n'a pas les mêmes bases salariales que ces pays, ça devient la politique de 2 poids 2 mesures. C'est compliqué. L'invité, mesdames et messieurs, ici dans ce studio, sur ce plateau, Dr Dansa Kourma, président du CNOX, Conseil national des organisations de la société civile guinéenne. Le dernier point, c'est bien cette installation des compteurs prépayés. D'un côté, on refuse de baisser le prix du carburant, on augmente la TVA qui doit passer de 18 à 20% à partir du 1er février prochain. De l'autre côté, on parle de l'installation des compteurs prépayés dans les ménages. Est-ce que tout cela ne va pas... D'ailleurs, c'était avant-hier, j'ai ça crée une bruit à Sandervalia. Est-ce que ça ne va pas tirer les trucs vers le bas? C'est d'abord le besoin de l'électricité, c'est un droit fondamental de la population. Ça fait partie des services sociaux de base qu'un État doit fournir à sa population, et quelles que soient les contraintes. Donc chacun a le droit à l'électricité. Parce que la possibilité de la vie sur cette terre, sans l'électricité, il n'y en a pas. Donc il faut bien... Dans les villages, d'accord, mais dans les centres urbains, oui, tout est lié au courant. Je dirais l'énergie, voilà, pour être beaucoup plus global. Alors aujourd'hui, les besoins en matière d'électricité dans les villages se manifestent à peu près de la même manière que dans les villes. Il faut bien que nous sommes dans une société où il y a une certaine... On sent la volonté d'évoluer, de se développer. Mais ceci amène aussi à dire que s'acquitter de sa facture d'électricité, c'est un devoir aussi. C'est un devoir civique. Mais à condition que cette facture soit établie sous la base d'un certain nombre de principes de transparence. Et ça sous-entend que le prix du kilowattheure doit être connu et calculé en fonction du pouvoir d'achat de la population, mais aussi en fonction de la source, n'est-ce pas, d'énergie et le coût de l'énergie. Nous sommes le château de l'Afrique de l'Ouest, ça sous-entend que nous avons des potentialités qu'on n'achète pas. Hydraulique. Alors ça, c'est vrai, l'investissement doit être épongé sur la base de la contribution des ménages au soutien de l'économie nationale. Je suis d'accord, c'est une politique très, très saine. Mais il faut une certaine transparence dans l'instauration d'un certain nombre de principes. L'EDG n'a pas encore communiqué, en tout cas de manière, vous êtes des médias, vous savez, il n'y a pas eu de communication officielle qui puisse toucher toute la population par rapport à l'impact ou la nécessité d'utilisation de ces compteurs prépayés. Le changement de comportement est très difficile. On dit que les anciennes pratiques ont la peau dure. Alors pour changer ça subitement, le problème de carburant se pose. L'augmentation des taxes, l'introduction de nouvelles normes d'imposition. C'est des problèmes déjà. Je crains que ça devienne une nébuleuse. Donc c'est pourquoi l'EDG, avant d'installer les compteurs prépayés, il doit avoir une campagne d'information, de sensibilisation. L'autre chose, c'est un contrat. L'EDG et la population, c'est un contrat. Un contrat, on ne l'impose pas. Ça doit être librement souscrit par les deux parties.
Donc il faut d'abord proposer la forme des contrats à la population sur la base des canaux de communication qui puissent permettre à chaque ménage de connaître le contenu de ces contrats, de connaître ses engagements et ses attentes vis-à-vis du prestataire de service et d'y souscrire librement. Comme c'est une campagne à large grandeur nature sur toute l'étendue du territoire national, ça demande une communication mieux structurée et plus institutionnelle pour que la population puisse connaître le contenu de ce contrat. L'autre enjeu qui me semble être important, c'est le principe de certification de ces compteurs. C'est pourquoi quand la communication se fait, les services nationaux de métrologie ou les institutions privées de certification doivent pouvoir certifier ces compteurs, n'est-ce pas? Est-ce que ça reflète le discours qui est tenu? Est-ce que c'est conforme au contenu du contrat? C'est cette information qui est partagée avec la population sous la base de canaux adaptés. Donc, ceci m'amène à dire, c'est le principe de protection sociale qui exige l'État de créer les meilleures conditions pour que la population puisse avoir un certain nombre de droits, des droits qui sont des droits vitaux. Donc, je crois, sur ça, je ne suis pas contre en tant que tel les compteurs prépayés, mais c'est un contrat qui doit être partagé avec la population. Il faut aussi saisir la bonne opportunité. Il faut saisir aussi la bonne opportunité. On ne peut pas le rendre ces compteurs systématiques en un coup. Il faut l'expérimenter et l'élargir progressivement. Et ceci est très très important. Toujours l'intérêt, c'est quoi? C'est de payer le courant, non? Mais chacun doit se prononcer sur la manière dont il veut payer le courant. Si je contracte, si j'ai un service, une prestation, je dois discuter avec le prestataire comment je dois payer la prestation et combien la prestation coûte. Ceci nous amènera à dire, à certifier les compteurs pour qu'on sache effectivement quel est leur niveau de fiabilité. Donc ça demande une phase pilote de test. La deuxième chose, c'est de discuter ce contrat avec la population sur la base des canaux d'information adaptés pour qu'on puisse connaître les tenants et les aboutissants de ces compteurs. Mais ce qui est important, l'enjeu important, c'est quoi? C'est le droit de la Guinée a besoin de l'électricité et le moment est venu pour que la Guinée puisse avoir de l'électricité. 2. On doit payer l'électricité. L'électricité n'est pas gratuite. 3. On doit économiser l'électricité. L'électricité, c'est une denrée périssable. On ne doit pas gaspiller. Épuisable. Donc il faut savoir, on ne doit pas gaspiller. Plus on gère l'électricité, plus on crée des possibilités de durabilité. Donc c'est pour éteindre les ampoules pour la journée, n'est pas un congélateur qui passe la journée et la nuit, 24 heures sur 24, ça tourne. Ininterrompu. On utilise des fers encore électriques, des thermoplongeurs. Et toutes ces réalités, on doit pouvoir savoir à quel moment les utiliser et quand est-ce qu'il ne faut pas les utiliser. Donc il y a un travail pédagogique à faire de la part de la société, du gouvernement guinéen. Et la société civile est disposée à avoir une action citoyenne pour faire comprendre un certain nombre de droits et motiver la population à s'acquitter d'un certain nombre de devoirs. Si on économise l'électricité, on paie l'électricité, tous les ménages guinéens auront de l'électricité. Mais ça dépend que la société nous montre d'abord sa bonne foi en matière de transparence. Ceci peut aider la population à souscrire un certain nombre de choses. Donc le droit à l'information. Le droit à l'information, l'émission est presque arrivée à terme. On ne pourra pas appeler et donner le temps aujourd'hui aux auditeurs de poser des questions. Votre mot de la fin, Dr Dansa. Mes condoléances renouvelées à tout le peuple de Guinée, à la classe politique de l'Afrique post-indépendance, à la famille de Jean-Marie Doré, d'abord aux acteurs politiques guinéens qui l'ont côtoyé et pratiqué, à sa famille politique l'UPG, le grand parti UPG, également aux collaborateurs dans le cadre de l'administration ou au niveau international qui ont côtoyé et connu Jean-Marie Doré, surtout à l'Assemblée nationale, à la société civile guinéenne, et qu'il soit observé une période de deuil national pour rendre hommage, n'est-ce pas, à Jean-Marie Doré et à rendre hommage à tous les martyrs de la démocratie de notre pays. Et j'en appelle à plus de responsabilité, n'est-ce pas, de la nouvelle génération. Ces derniers temps, Jean-Marie Doré ne bénéficiait pas de la part de certains politiciens apprentis le respect qu'il méritait. Et je suis désolé que les gens se fondent en larmes au moment où l'homme vivait
Ils ne l'ont pas traité avec respect et considération. C'est ça qui est regrettable. Alors que c'est justesse d'ailleurs, il a échappé à un coup d'un député à l'Assemblée nationale. Que ces politiciens puissent comprendre qu'on doit respecter les aînés. Les orteils des jeunes doivent se poser exactement sur les traces laissées par les anciens. C'est ça la bénédiction, c'est ça la source d'inspiration. C'est pas aujourd'hui il faut pleurer ou pleurnicher, il faut valoriser les hommes quand ils sont encore en vie. La deuxième chose, je demande au gouvernement guinéen de faire montre de beaucoup de pédagogie par rapport à sa volonté ou à son souci effréné à améliorer les conditions de vie de la population sur la base d'un certain nombre d'équilibres économiques qu'il trouvera pour que d'abord le PIB et le pouvoir d'achat soient soutenables. Mais trop d'impôts tue l'impôt et toutes ces réformes doivent être précédées par une période de consultation, une période de sensibilisation et d'éducation pour que la population puisse comprendre les tenants et les aboutissants. Ce que tu fais pour moi, sans moi est contre moi. Donc je demande à l'EDG de s'inscrire dans une politique de communication pour que les spécialistes en la matière expliquent à la population pourquoi le choix des compteurs prépayés, quels sont les avantages, quels sont les inconvénients, pour que chacun librement puisse souscrire à un type de contrat en fonction de son pouvoir d'achat, en fonction de ses besoins en électricité. Donc nous avons besoin de courant, le courant coûte cher, le courant doit profiter à tout le monde, pas à une catégorie de personnes, mais tout le monde doit contribuer à payer le courant et on doit économiser le courant pour que ça dure longtemps. Docteur Dansakrouma, merci beaucoup d'être passé dans cette émission. Merci à Daouda Mohamed Kamara pour la co-animation. Demain, samedi, vous aurez dans l'émission Top Chrono Madame Chantal Coll, très certainement PDG du groupe SGI Média. Elle sera face aux journalistes pour analyser les derniers développements de la situation socio-économique du pays. Un rendez-vous à nous manquer sous aucun prétexte. La mise en onde a été assurée par Kandal Bouhari Sanko, assisté de Kanda Omar Kamara. La réalisation assurée par Alassane Diallo et toute son équipe. La rediffusion de l'émission, c'est à 22h05 sur la radio Chérie FM, la 104.1 et 22h15 sur le petit écran d'Africa Today Télévision. Quant à nous, on se reprend au compte de cette émission, Inch'Allah, le lundi prochain. Portez-vous bien. La tribune de l'Actu Plus, c'était avec l'équipe de la rédaction. Du lundi au vendredi, de 9h15 à 10h45 sur Chérie FM Guinée, la tribune de l'actualité plus. Comprendre, décrypter, analyser et commenter l'actualité sociopolitique, économique et culturelle en Guinée. Piloté par l'équipe de la rédaction du groupe SGI Média et les consultants, c'est le rendez-vous phare pour éclairer votre lecture de l'info. La tribune de l'actualité plus.